mon métier consiste à interroger des animaux assez quotidiennement. Mais il y a un autre versant de mon métier, qui est celui de la formation, bien sûr, les consultations, bien sûr, mais je dirais de moins en moins, parce que je me situe un petit peu comme une chercheuse. Je suis très curieuse, j'ai besoin de comprendre et j'ai besoin aussi, je crois, de m'investir. Peut-être il y a un côté encore un peu activiste parfois. Je me sens vraiment très liée au vivant, à la terre, à tous les animaux, toutes les espèces, au monde visible, mais aussi invisible. Donc il y a aussi les esprits de la nature, il y a aussi l'énergie des lieux. Je trouve que les lieux ont une identité. Et en tant que chercheuse, je suis amenée à travailler sur des sujets très spécifiques. Comme là, dernièrement, je suis en train de rendre mon dernier manuscrit à mon éditeur sur les chevaux. Et c'est comme une enquête sur le cheval, où j'ai interrogé une quarantaine de chevaux sur leur rapport à l'activité qu'on leur propose, l'environnement, leur relation à l'humain. Et ça m'a amené vers la spiritualité. On rentre vraiment en profondeur dans cette reliance avec l'animal. Qu'est-ce que finalement le cheval nous apporte? Qu'est-ce qu'on lui apporte? Depuis quand nous sommes en lien avec lui? Qui y a derrière cette conscience, derrière cette sagesse? Qu'est-ce qui fait que... Bon voilà, donc en fait ça, ça fait partie de mon métier, c'est ce qui m'anime, de savoir et d'aller en profondeur. Et puis j'ai terminé ce versant avec les chevaux, et là maintenant, ça fait un petit moment déjà, mais là plus maintenant, je suis vraiment appelée par les cétacés, par les baleines, par les dauphins. Je travaille aussi en collaboration avec d'autres personnes, des biologistes, des caméramans qui travaillent pour des scientifiques, Leina Sato, qui est plongeuse apnéiste japonaise, qui est très activiste pour la cause des cétacés, et qui me demande d'être l'interprète des animaux qu'elle rencontre, des espèces qu'elle rencontre. Et quand je rencontre ces animaux, je les rencontre à deux niveaux, c'est-à-dire sur le plan incarné, mais aussi sur le plan de l'âme. Qu'est-ce qui fait? Je pense que la question de fond chez moi et ce qui m'anime, c'est qu'est-ce qui fait qu'un animal décide, par exemple, d'expérimenter l'asservissement auprès de l'humain, comme le mulet qu'on a chez nous, par exemple, ou les chevaux trais, ou les chevaux qui sont vraiment au service de l'humain. Et là, je vais pouvoir interroger donc l'animal sur son plan incarné et l'animal sur le plan de l'âme. Alors, je vais peut-être rappeler, non, je n'ai pas besoin de rappeler ce que c'est que la communication animale. Maintenant, c'est rentré dans l'espace public, on va dire que le public connaît. Voilà. Et donc, à travers ces enquêtes, eh bien, je fais des rencontres extraordinaires et bouleversantes, et qui peuvent parfois m'ébranler profondément. Et alors, ça, c'est peut-être un peu prétentieux de dire ça, mais je ressens vraiment ce besoin d'être leur porte-parole. J'essaye de le faire du mieux que je peux avec mon filtre de communicante. Je ne pose pas une vérité, mais quand même j'entends des choses. Et ces choses, j'ai vraiment besoin de les partager à travers l'écriture. Donc mon premier ouvrage, c'était Conscience animale. C'est sorti spontanément du cœur et c'était vraiment le fruit de mes expériences. Mais j'avais vraiment à cœur dans ce livre de rester très proche du public et de montrer combien l'animal domestique œuvre pour l'humain et son désir de coopérer avec nous. Son désir de nous montrer combien nous sommes aimables et en ça nous rendre meilleurs en fait. Je voulais aussi montrer que l'animal domestique, donc chiens, chats, chevaux, même aussi les lapins, les oiseaux,
ont à cœur de révéler l'humain, de montrer en fait à l'humain tout son potentiel pour qu'il soit amené à rayonner. Dans ce premier livre, finalement, tout ça reste très accessible et puis et vérifiable aussi. Hein, et puis je parle de certaines rencontres, des témoignages, etc. Mais au fond, c'était un peu pour préparer le lecteur à quelque chose que je n'osais pas dire, mais qui m'habite depuis longtemps. Et longtemps, ça a été difficile pour moi d'évoquer ces sujets. Bon, c'est ce qui m'a amené je me permets de le montrer à l'image, d'écrire ce livre, Ces animaux qui n'en sont pas. Qui se cache en fait derrière cette supraconscience animale? Et là, eh bien, j'ai rencontré des êtres d'origines diverses et variées. Comme j'ai envie de vous partager une expérience. C'était des personnes qui me contactent pour un chien en fin de vie. Ils avaient plusieurs chiens, mais celui-là, pour eux, c'était mais vraiment une catastrophe de le perdre, tellement il était exceptionnel. Et que quand les gens voyaient ce chien, ils trouvaient même qu'il avait un regard humain, quelque chose de différent des autres. Et quand je l'ai interrogé, il y avait un être plein d'humour, plein de sagesse, mais ce n'est pas un chien que j'ai vu quand je me suis connectée à lui, d'âme à âme, hein, dans cet espace du cœur, mais un homme. Je me souviens, le chien s'appelait Garou. Et en fait, il m'expliquait que c'était un saint. J'ai pas eu la présence d'esprit de lui demander quel saint, parce que j'étais un peu surprise. Et il y avait vraiment, voilà, cette énergie en fait. Hein. Moi, je reconnais les présences par leur qualité vibratoire, qui sont différentes les unes des autres. Et là, je sentais qu'il y avait quand même quelque chose de très humain à la base, mais quelque chose de sage et d'évolué. Et puis, il y a cette croyance aussi que quand on est humain, on est passé, soi-disant, avant par le règne animal et encore avant par le règne végétal. Mais en fait, je crois qu'aujourd'hui, tout est tellement en mouvement qu'on peut plus poser de vérité comme ça ou de croyances comme ça. Je crois pas. Et là, manifestement, ce saint a décidé de revenir en chien, dans le règne animal. Et je lui ai demandé, mais pourquoi? C'était quoi sa motivation? Et en fait, il m'expliquait, et je cite juste trois petites, son passage. Donc je lui demande quel est l'intérêt pour lui d'expérimenter le règne animal. Et il me dit, cette relation entre l'humain et l'animal m'intéresse tout particulièrement. Je ne suis pas le seul de l'au-delà à réaliser cette expérience. Donc, il serait plusieurs. Nous souhaitons savoir comment l'humain peut s'affranchir de ses croyances, de ses peurs, d'un mental envahissant, parce que nous pensons que l'animal peut lui venir en aide, car il l'amène vers plus d'authenticité et de justesse dans sa relation aux autres. Son cœur s'ouvre plus facilement, l'animal favorisant l'empathie. Au contact de ce dernier, l'humain touche à sa vraie nature. Il se retrouve dans son essence. L'humain est un être de lumière en souffrance qui s'égare parfois. Il doit être continuellement guidé et ramené vers sa source et sa beauté originelle. Et en fait, là, j'ai compris que la lumière, les êtres de lumière, cherchent à aider l'humain et que dans toutes leurs propositions, il y en a une qui est celle de mettre finalement des animaux à disposition, des animaux avec lesquels ils vont pouvoir se révéler, retrouver leur vraie nature et des animaux avec lesquels ils vont pouvoir co-créer. Alors, quand j'ai continué cette exploration ou quand les gens m'ont demandé ces consultations, il y a beaucoup de thérapeutes aussi qui s'adressent à moi et je vois qu'il y a une équipe d'artisans de lumière qui sont vraiment au service de la lumière, qui sont de cet alignement terre-ciel et qui sont là pour accompagner l'humain dans la transformation vers un monde plus lumineux,
plus élevé vibratoirement, et donc certains animaux viennent en soutien, finalement. Alors là où c'est intéressant, c'est que comment est-ce qu'on les reconnaît? À la maison, là, quand on voit les chevaux qui broutent, bon, ben, c'est des chevaux. On est d'accord, ce sont des êtres incarnés, des chevaux, mais je ne dis pas lesquels, mais dans certains, et ben là, moi, j'ai 3 stellaires et 2 terriens. 3 terriens, 3 stellaires, 3 terriens. Et souvent, lorsqu'on rencontre un animal d'origine stellaire, et parfois qui est dans sa première incarnation, c'est-à-dire qui arrive sur Terre dans ce but bien précis que d'accompagner un humain qui lui-même souvent est d'origine stellaire, eh bien, dans son être cheval, si je prends le cas du cheval, il va avoir une difficulté à s'incarner. J'ai chez moi, par exemple, une jument qui est une licorne. Et quand les stagiaires se connectent à elle, ce n'est pas du tout le cheval qu'ils voient, sauf s'ils se mettent en lien juste de télépathie en télépathie, hein, d'esprit à esprit, mais si vraiment ils se mettent en lien avec l'essence de ce cheval, là c'est la licorne qu'ils voient. Ça pétille, c'est plein d'étoiles, c'est plein de joie, on est vraiment dans la magie de la vie. On voit ce que cet être vient déposer et apporter sur Terre, auprès des humains. Et c'est comme si ça venait réveiller nos enfants intérieurs. Sauf que, dans la réalité, cette licorne, elle a décidé de s'incarner. Et quand je l'ai rencontrée, elle m'a dit, écoute, je veux que tu me montres tout ce qu'on propose à un cheval. Je veux sauter, je veux me promener, je veux faire du dressage, je veux comprendre tout ce qu'on demande à un cheval. Alors, on joue, et c'est vrai qu'elle apprécie beaucoup. Par ailleurs, elle a des problèmes de santé. Et à peine l'âge de 4 ans, elle a des mélanomes. Donc des tumeurs, en fait, partout à l'intérieur de son corps, et puis un petit peu à l'extérieur. Et en fait, on a compris que pour elle, là où ça devient très intéressant, par exemple, c'est la question du genre. Féminin, masculin. Les animaux viennent de plus en plus me montrer que vers là où on va, c'est comme si il y avait vraiment cette unité. Il n'y a plus de dualité, et il n'y a plus cette question du genre masculin-féminin. Mais tout, voilà, on est vraiment dans cette unité. J'arrive pas à trouver de mots, mais elle n'a pas su finalement comprendre, enfin, toute cette tumeur se positionner au niveau de des parties génitales. Et elle me disait, mais montre-moi le féminin, ça ne me parle pas. Je comprends bien que je suis une jument, je comprends bien que je pourrais avoir un poulain, mais je sens que je ne peux pas. Et en fait, elle a fabriqué dans son corps ces tumeurs pour se remplir et quelque part faire exister des zones qui, pour elle, n'ont jamais existé par ailleurs. Tu comprends? Et en fait, j'ai compris, et ils m'ont montré que, en fonction de leurs origines, ben, cette question du genre n'existe pas. Voilà. Et je remarque aussi qu'il y a de plus en plus de personnes, d'êtres humains, qui ont du mal aussi avec cette question du genre, et qui ne se retrouvent ni dans le masculin ni dans le féminin. Ça pose aussi la question de la sexualité et d'une nouvelle sexualité peut-être aussi. Et donc cette jument, ben voilà, comment elle fait pour s'incarner? Ben elle fabrique de la matière pour pouvoir faire cette expérience de la matière, et c'est compliqué cette expérience de la matière. Ensuite, j'en ai une autre qui vient de beaucoup plus loin, et que les vétérinaires, que les gens qui l'ont rencontrée, même les éleveurs, ils ne l'ont pas comprise. Et c'était une jument d'une grande sensibilité, d'une extrême sensibilité, pouvant même être dangereuse dans son rapport à l'humain, dans ses comportements, tout simplement parce qu'elle vient d'ailleurs, et pour elle, les codes ici sont, même les codes des chevaux, c'est quelque chose qu'elle a du mal à appréhender, qu'elle ne comprend pas. Et tant qu'elle n'a pas... Alors maintenant, ça a un petit peu changé parce qu'on a travaillé, elle a même contracté ce qu'on appelle un Cushing, qui est une dégénérescence de l'hypophyse. Et l'hypophyse, en fait, c'est vraiment à cet endroit-là qu'elle se relie à elle-même, et qu'elle est reliée
à sa terre d'origine, à sa planète d'origine, à sa galaxie d'origine, parce que je pense même qu'elle vient d'une autre galaxie, pour elle a contracté cette dégénérescence de l'épiphyse. Et quand elle s'échappe de son corps, cette jument, en fait, elle était en dissociation tout le temps. Ce qui fait que quand on l'approchait, c'était extrêmement violent, puisque tous ses corps énergétiques étaient en dehors de son corps physique. Donc il fallait que je lui dise, loin avant d'arriver, je vais arriver, je suis en train d'arriver, je viens vers toi, comme pour aller chercher son aura et ses corps subtils et la ramener dans son corps physique. Sinon, c'était d'une extrême violence. Et ça me fait penser aussi au fonctionnement de certaines personnes qu'on pourrait qualifier d'autistes. J'ai compris qu'il fallait rentrer dans son monde pour l'aider à accepter d'être dans notre monde et revenir dans ce corps en tant qu'être incarné et faire l'expérience de la matière. Et c'était une jument qui m'a fait beaucoup travailler parce qu'elle m'a dit « Ah oui, tu veux que j'incarne ma pleine puissance? Eh ben, incarne la tienne. Montre-moi le chemin. Si tu sais pas faire, voilà. » Et donc, ça m'a fait vraiment beaucoup travailler parce que j'ai dû moi-même incarner cette posture. Accepter aussi d'être une humaine, d'avoir fait ce choix d'être là sur cette terre, de faire l'expérience de la densité, de la matière, de l'humanité. Et c'est vrai que pendant longtemps, je n'ai jamais su très bien me situer. Avec un rejet et même une colère de l'humain. Vraiment. Et en même temps, les animaux m'ont dit, bon, bah, écoute, tu fais partie du troupeau d'humains, tout comme on fait partie de notre troupeau. Donc, cherche à comprendre parce que tu dois aussi incarner cette humanité. Et ça m'a amené finalement à reconnaître en l'autre toutes les parties de moi-même et à cesser de juger. Je pense que j'avais un regard assez condescendant sur l'humain, mais en même temps, ça m'a amené aussi à refuser ma médiocrité et à avoir un regard aussi très jugeant sur moi-même. Et depuis que les animaux m'ont appris finalement à m'aimer, je suis en capacité d'aimer l'humain. Parce que je m'y vois à travers. Donc on parcourt quand même quelque chose d'assez extraordinaire quand on se relie en fait à ce règne. Voilà. Et pour en revenir à ces êtres stellaires, eh bien j'ai rencontré aussi donc de vrais extraterrestres. Et pour les reconnaître, ben parfois, alors très souvent, ils viennent plutôt en chat. J'ai remarqué assez souvent des Maine Coon ou des abyssins. D'autres aussi, hein, et même des chats de gouttière. Hein. Je dis pas ça pour aller se jeter sur les élevages de Maine Coon ou abyssins, pas du tout. C'est aussi en fonction de l'humain qui les fréquente ou qu'ils ont décidé de fréquenter. Et souvent, ils sont très maladroits parce que dans ce corps de chat, ils savent pas trop comment se comporter. Et ça fait des chats, souvent il leur arrive mais des péripéties incroyables, ou alors ils se coincent dans des trous, ou alors ils sont paumés en haut d'un arbre, alors qu'un chat d'habitude sait monter à l'arbre, mais là non, ou des maladies incroyables. Là, je voudrais parler de Chiyoko. Chiyoko, c'est une petite chatte, alors pour le coup, d'une race non nommée, mais une chatte noire comme ça, très belle, avec un regard très 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 profond, une tête un peu quelque chose d'émacié. Et sa gardienne, alors là c'était une chatte décédée, et elle avait perdu cette chatte subitement d'un accident devant ses yeux dans une impasse. Donc, et pour elle, elle avait perdu la moitié de son âme. Et là c'est intéressant de voir pourquoi cette chatte est arrivée et pourquoi aussi un départ si violent. Alors je vais pas tout raconter, hein, mais en fait Chiyoko dit à sa gardienne, elle me dit en fait, je l'ai apprivoisée et j'ai ouvert en elle tout ce qui était fermé. Isabelle se sent en marge de votre société et a du mal à trouver sa place véritable dans le monde. Son âme m'a reconnue et m'a demandé de l'aider à faire fondre sa colère. Je suis un être doux et délicat car je suis amour.
cet amour à soi est votre clé à tous, la clé de la vacuité et de l'unité. Je n'ai pas choisi de partir. Je me suis simplement laissé surprendre dans cet accident. Mais j'ai été rappelée. Pour moi, c'était terminé car mon départ devait impulser chez Isabelle le chaos, puis l'ouverture vers un autre monde. Je lui ai demandé ce qu'elle entendait par autre monde et là, elle me répond « celui qui s'offre à elle, le nouveau monde, la nouvelle terre. Vous êtes, les humains, en continuel et perpétuel changement. Ce nouveau monde sera régi par l'amour de soi, l'amour de l'autre et la conscience de faire partie d'un tout. Pour Isabelle, c'est un nouveau départ. Aujourd'hui, c'est son anniversaire et l'univers tout entier pense à elle. Je suis là pour lui rappeler qu'à chaque instant, je suis avec elle. Je suis amour universel, éternel. Il n'y a ni temps ni espace, je suis partout, en tout temps et en tout lieu. Je me suis présentée sous cette forme de chat, car cela était nécessaire tant qu'elle n'avait pas l'esprit suffisamment ouvert, tant qu'elle n'était pas connectée à cette conscience du tout. J'invite Isabelle à reconsidérer mon existence et à comprendre que sa réalité n'existe pas. Je l'invite à regarder sa vie sous un autre angle et voir au-delà des apparences et des supposées connaissances. Isabelle est une personne sensible, intelligente et douée de capacités extrasensorielles qu'il est maintenant temps de développer, sans se soucier du qu'en dira-t-on et de son environnement. Elle est amenée à expérimenter tout ce que la vie lui propose. Je suis je, J-E. Ma mort n'est qu'un je, J-E-U. Telle qu'elle me conçoit, je n'existe pas. Je suis en elle, comme le sang qui coule dans ses veines. À travers cette chatte-là, j'ai ressenti vraiment l'énergie de la source. Donc on est dans quelque chose de multidimensionnel. Et ce qu'elle me montrait, c'est qu'il n'y avait vraiment aucune différence entre Isabelle et elle. Et là, on monte vraiment très très haut. Et on voit combien finalement notre vie n'est qu'illusion. Et ce choc brutal lié à ce décès brutal, en fait, c'était juste pour la réveiller. Voilà. Et c'est une personne qui, effectivement, s'est réveillée. Et ça fait penser un petit peu à mon chemin. Quand j'ai perdu Réa, j'ai cru que c'était la fin de ma vie, que je m'étais perdue. Et là, c'est intéressant parce que qu'est-ce qui s'est passé avec Réa? Quand j'ai connu cette jument, au départ, je n'ai vu qu'un cheval. Et quand je suis arrivée vers elle, dans cet élevage où je venais faire un stage et où je m'étais mis en tête que j'allais la sauver parce qu'elle avait des troubles du comportement et que tout de suite elle m'a regardé comme ça en broutant, t'as pas compris, c'est moi qui vais m'occuper de toi. Là, je me suis sentie en fait nue, complètement scannée. Et ça a été extraordinaire cette rencontre parce que elle m'a amenée, elle a tout déconstruit, toutes mes croyances, toutes mes connaissances équestres. Je suis tombée mais plus bas que terre. Elle m'a dit ton rôle, c'est pas d'être sur les chevaux, ton rôle c'est d'être en bas, de nous écouter, de nous soigner. Et ça a été un travail où elle m'a en fait appris la congruence, vraiment l'alignement à moi-même, à mon âme. C'était plus cet alignement tertiel, c'était cet alignement à mon essence. Quand elle est partie, j'ai quand même perdu l'être cheval, hein, celui que je pouvais caresser, monter, avec lequel je pouvais être en interaction. J'ai cru que tout s'effondrait. Et puis, je l'ai sentie tellement proche dans le subtil. Et j'ai compris qu'en fait, elle me guidait dans toutes ces communications et dans tout ce chemin-là que j'étais en train de faire en tant que communicante animalière. Jusqu'à me rendre compte, un jour et sur le tard, qu'en fait, Réa et moi, c'était la même chose. Et qu'il me suffisait d'incarner une partie de moi que je me refusais d'incarner et qui était venue se manifester en tant qu'être cheval. Ce dernier cheval qu'on a fait venir à la maison, déjà, c'est pas un cheval. C'est pas elle.
il est derrière nous. Voilà. Donc on le voit pas à l'image, mais il est là, il est présent, il est à côté de nous. Et c'est pas un cheval, c'est un mulet. Et on lui demande, c'est très violent pour lui, parce qu'en fait, on lui demande de s'intégrer dans un troupeau qui existe et dans lequel il y a déjà une harmonie. Et c'est un troupeau de chevaux. Et lui, il est arrivé sur Terre et dans la matière, avec des grandes oreilles, un corps très grand, d'un père, donc Anne, d'une maman, une jument. Il n'a pas été désiré, ni par l'humain, ni par sa mère. Donc il y a déjà une blessure de rejet. Il n'a jamais vécu avec un mulet, donc il ne sait pas ce que c'est qu'un mulet. En tout cas, il n'en connaît pas les codes du fait qu'il a vécu finalement qu'au milieu des chevaux. Et ce pauvre mulet a vécu dans un environnement où la maman était avec un étalon et donc il s'est pris plein de coups parce que déjà il était très différent. Et puis il y avait cette dissension. Enfin, l'entier n'avait pas du tout envie de la présence de ce mulet dans son environnement. Il s'est construit vraiment avec beaucoup de violence autour de lui. Et quand on a commencé à travailler sur lui et de voir, parce qu'on voyait ses difficultés, et puis vraiment il portait en lui une grande tristesse, vraiment beaucoup de difficultés. Il n'aime pas son corps, il refuse son corps, il refuse son identité. Mais en même temps, sur quoi il se construit? Il n'est il n'est ni âne, il n'est ni cheval, et le mulet, il connaît pas, et il est mulet. C'est terrible en fait. Et il porte, on s'est rendu compte qu'il portait dans ses cellules, en profondeur, cette mémoire d'asservissement du mulet pour l'homme, vis-à-vis de l'homme. Il a fallu vraiment travailler sur tout ça et lui proposer, non pas de jouer au cheval et d'être un cheval, mais vraiment lui proposer d'incarner tout ce qu'il y a finalement de plus beau, de plus noble, être fier de cette condition de mulet, être fier de cette différence en fait, et de savoir qu'au fond, il n'y avait pas si de différence que ça, quoi. Mais voilà, en fait, on en est là, il vient d'arriver, c'est tout récent. Ça nous a beaucoup questionné sur ce rapport au monde, au groupe, à l'identité, même la question encore du genre. Enfin, voilà, l'espèce. Combien c'est dur aussi pour les animaux de s'insérer au sein d'autres espèces et comment je me situe, voilà. Et, et cette tristesse de voir que c'était ce rejet de lui-même. Donc là, on est en train de lui apprendre à se découvrir et à s'apprécier et à faire un travail à la fois dans le subtil, mais à la fois aussi dans le corps physique. Le masser, lui proposer des activités pour vraiment le ramener à lui-même, quoi, et à son corps, parce qu'en fait, il y a un problème de limite aussi avec son corps, qu'il trouve très grand, il s'y perd en fait. Dans cette enquête récente que j'ai faite auprès des chevaux, je suis allée aussi interroger le cheval de Przewalski. Je suis allée aussi le rencontrer. Donc c'est un cheval sauvage qui est, comme somme toute, assez loin du cheval domestique qu'on connaît. Et quand je lui ai demandé quel est ton rapport à l'humain, il m'a dit mais il nous a trouvés très vulnérables. Et je lui dis mais qu'est-ce que tu entends par la vulnérabilité? Il me dit mais comment vous faites pour vivre aussi séparés, divisés? Du coup vous n'avez pas de force. À quoi vous êtes reliés? Et c'est vrai que là, il me montrait que non seulement je parlais avec un individu, mais cet individu, comme tous les animaux sauvages, on n'est pas dans l'individuation. On est dans le collectif, cette notion de collectif. C'est pas je, c'est nous quand je te parle. Nous, le troupeau. Et on voit combien ce troupeau, et notamment ces chevaux sauvages, sont reliés à, lui, il appelait ça, ou en tout cas mon filtre l'a interprété comme ça, l'esprit cheval, le grand esprit. Mais on était vraiment très proche vibratoirement de la source et ça donne de la force et de la puissance. Et c'est très intéressant parce que les scientifiques nous disent on n'arrive pas à endormir le cheval de Przewalski.
Et on est obligé de mettre 4 fois les doses que l'on met pour un cheval domestique. À savoir que le cheval domestique est beaucoup plus grand que le cheval de Przewalski. Et ça, quand j'ai posé la question à ce petit cheval sauvage, il me disait, mais parce qu'en fait, dans notre cœur, il y a cette reliance à l'esprit cheval et au grand esprit. Donc, il y a de la puissance. Donc, on fait pas... en fait, quand on touche un animal, on touche au groupe, à l'âme groupe et encore plus haut. Voilà, et c'est pour ça qu'il nous disait, mais vous n'avez pas de force, vous ne pouvez pas avoir de force, puisque vous vivez en étant séparés, divisés. Voilà. Et donc, on reparle encore une fois de l'unité, de cette question de dualité, d'unité, voilà. Et cette reliance à quelque chose de beaucoup plus grand. Alors, c'est vrai que l'animal sauvage, il n'est pas affaibli parce que l'humain lui propose. Il va être affaibli par autre chose, hein, mais c'est vrai que nous, nos animaux domestiques, on les fragilise dans ce sens où on les coupe du collectif et de leurs congénères. Et on voit combien un cheval est malheureux et faible quand il vit seul et qu'il n'est pas en lien avec ses congénères. Dans le cadre de mes consultations, quand je vois un chat qui vit seul dans un appartement, il ne peut pas se ressourcer, il n'a pas la présence de ses congénères, il n'a d'ailleurs même pas la présence de la terre, et donc il y a des pathologies que des chats qui vivent à la campagne n'ont pas. Voilà, et donc cette reliance au vivant, ô combien elle est importante. Mon premier contact avec les esprits de la nature, je n'ai pas su que ça l'était, mais... Alors, tout récemment, je suis allée faire une diète de forêt. Ça consiste à rester une semaine tout seul dans la forêt. Donc là, des esprits de la nature, il y en a. Et puis il y a aussi les arbres, hein, et l'enseignement des arbres, l'enseignement de la forêt, c'était extraordinaire. Et quand on se prépare à cette diète de forêt, en amont de la diète, on ouvre vraiment tous nos corps subtils. On a aussi un régime alimentaire qui fait que vraiment tout s'ouvre. Et puis, comme on n'a rien d'autre à faire que de rester sur place sans rien faire, sans portable, sans livre, sans quoi que ce soit, et bien finalement, on est disponible. Et là, j'ai reçu la visite de mes animaux, mais pas seulement. Et j'ai reçu la visite notamment de Fela. Et Fela, c'est une chatte que j'ai eue pendant 17 ans, qui m'a montré qu'elle a toujours été présente et qu'en fait, enfant, bébé, elle s'était manifestée à moi, mais sous sa vraie forme de fée. C'est une fée. Et alors, c'est rigolo parce que je l'ai appelée Fela, et c'est que au bout de 17 ans que je me suis rendu compte qu'à l'envers, c'était la fée. C'est quand même incroyable, notre inconscient. Et bien sûr, Fela est revenue me voir dans cette diète de forêt. Elle m'a fait comprendre, tardivement hein, quand même, hein, qu'elle a toujours été auprès de moi et que finalement, c'était pas un chat. Mais tant que je n'étais pas capable de concevoir que les esprits de la nature existaient, il fallait bien qu'elle se manifeste à moi sous une forme pour que je puisse me connecter à elle et, et savourer sa présence. Maintenant que pour moi, il ne fait plus aucun doute que les fées et les esprits de la nature existent, ben, elle n'a plus besoin de venir sous la forme incarnée, mais elle est très présente. Et pendant cette diète de forêt, j'avais vraiment un tracas qui parlait de cette notion de responsabilité. Et comme je forme beaucoup de gens à cette reliance avec le vivant, parfois il y a des stagiaires qui sont très impatients et qui se rendent compte que c'est facile de communiquer avec le vivant, et ça l'est, communiquer avec les animaux, et puis tout de suite qui vont s'installer, mais qui n'ont pas encore goûté ou fait l'expérience de situations un peu délicates. Et, et en fait, je me disais, mais il en est de ma responsabilité quand ces gens s'installent et qui se revendiquent formés par Réa, communication, et qui font pas très très bien les choses, ou qu'il y a des répercussions qui sont délétères pour les animaux, c'est comme si je me sentais responsable. Et elle vient m'interpeller là-dessus. Et c'est très beau ce qu'elle me dit.
Alors déjà, elle me parle des fées. Les fées, me dit-elle, sont des êtres multidimensionnels qui ont la capacité de se manifester auprès de chaque être vivant qui en fait la demande ou qui en a besoin. Nous sommes nombreuses et nous nous répartissons les tâches dans cette multidimensionnalité. Les prénoms que l'on nous donne n'ont aucune signification. Nous naissons, ou plutôt devrais-je dire, nous émanons d'une seule et même source. Regarde. Et là, Fela me montre un grand filament de lumière verticale qui ne touche ni le sol ni le ciel. C'est tel que je la vois. Et autour de ce filament, il y a de plus petits filaments qui se détachent. Et qui semblent se détacher et s'immiscer, en fait, rentrer dans des formes vivantes, telles qu'un animal, un humain. Donc, elle sous-entend, en m'expliquant ça, que certains humains sont finalement des fées. Elle m'explique qu'une fée peut intervenir dans notre dimension et, dans le même temps, se manifester dans une autre. Et j'entends, elle me dit, c'est cela que tu dois sentir, voir, percevoir. Maintenant, regarde ce filament de lumière dorée. C'est toi. Reconnaître la fée qui est en toi ne signifie pas seulement que mon énergie te traverse, cela signifie que tu fais partie des nôtres. Sans le savoir, je veux dire, sans que ton esprit d'humaine terrienne le sache, ton énergie va faire du bien ailleurs, sur d'autres plans et sur une même ligne temporelle. Il en est de même pour Andalous, tu le sais déjà, n'est-ce pas? Mon corps physique, à moi, au moment où elle me disait ça, je le sentais vraiment très lourd à supporter et je lui demandais pourquoi je le sentais si dense. Et elle me répond, mais enfin voyons, parce que tu as choisi de t'incarner. Comment crois-tu que le chat que j'ai été a vécu son incarnation? Mon corps de chat a servi de support à une énergie vaste et puissante, d'une fréquence élevée. Je me suis sentie à l'étroit dans ce corps. Ce corps a aussi servi à transmuter une partie de tes difficultés, car je t'accompagnais. Ce que j'essaie de te faire comprendre, c'est qu'il est important de prendre soin du corps physique et d'en percevoir ses limites. Mais revenons à ton cœur et cette sensation de fermeture. Retrouve le jeu et la joie. Tu mets parfois beaucoup trop de sérieux dans ce que tu fais. Rappelle-toi de cette mission que tu as choisie. Elle est certes très importante, car elle est très engageante, mais tu ne dois pas te sentir responsable de tes erreurs, ni de celles des autres, et tu le sais bien. Je trouvais que c'était intéressant, voilà. Donc elle m'a vraiment aidée dans mon travail de formatrice et d'enseignante. Et là, elle m'a dit aussi, par rapport aux stagiaires, elle me dit, les responsabiliser, c'est leur expliquer que tout doit rester joyeux. Mettre de la joie dans son rapport à l'autre et dans ses communications, c'est transmuter la lourdeur d'une réalité que l'on croit vraie. Ainsi, remets de la joie dans ton cœur et fais-toi plaisir. Écoute quand ton corps te dit qu'il a faim, qu'il a soif, quand il veut danser, quand il veut dormir. Sois lumière, rayonne, et tu verras autour de toi les maux de l'humanité s'évaporer, se dissoudre et transmuter. Continue à transmettre ce que tu sais, sans te sentir responsable des erreurs que tu feras, ni de celles de tes stagiaires. Je suis là auprès de toi, mon énergie et la tienne sont identiques. La source en est la même, puisqu'elle est universelle. Il faut simplement ne plus douter de qui tu es. La Peggy que tu as choisi d'incarner n'est qu'une identité pour un moment donné, dans une réalité et sur un seul et même plan. Aussi, tu es appelé à te rappeler de cette multidimensionnalité qui t'habite. Alors observe cette énergie, elle est moins dense, n'est-ce pas? Et c'est vrai que là, je me suis sentie vraiment beaucoup plus légère. Vois comme il est simple de la retrouver. Va préparer ton hamac, elle me dit pour la nuit, fais-toi du bien, je reste avec toi, autour de toi, en toi. Et là, voilà, j'ai senti vraiment mon corps s'alléger. Et cette fée, ben voilà, elle est partout.
Et en même temps, dans quelle mesure ce n'est pas aussi la partie de moi que j'ai du mal à encore intégrer, parce qu'une fée, c'est joyeux. Et je vois combien des fois, je me sens emportée par mes émotions et je suis en perte de foi quand je touche la détresse, par exemple des baleines. J'oscille humainement entre la joie et et quelque chose de plus sérieux. Ouais. Et en ça, je me sens très humaine parce que je peux avoir du mal à gérer certaines émotions euh, quand je vois ce qui se passe dans les mers, dans les océans. Et il y a quelques mois, j'ai vu un reportage extraordinaire sur les cachalots, réalisé par François Sarano et René Euzet. Et ça parlait de toute une famille de cachalots, dont un mâle, Elliot. Et depuis ce reportage, j'ai remarqué récemment, j'ai compris que j'avais des acouphènes. Et j'ai mis longtemps à comprendre pourquoi j'avais des acouphènes. Et en fait, c'est Elliot qui est venu me chercher. Donc, cet Elliot, je suis allée le rencontrer dans les eaux, dans l'océan Indien. J'ai eu besoin de le voir, j'ai eu besoin de rentrer dans son énergie, j'ai eu besoin aussi de rencontrer René Euzet, qui les filme en fait 4 à 5 mois de l'année, tous les jours, il les filme pour encore mieux comprendre en fait comment ces mammifères vivent et qui ils sont. Et donc, à travers cette expérience, j'ai été amenée à les interroger. Et là, Elliot, il m'a dit, regarde ce qu'on vit en fait, regarde ce qu'on traverse. On a perdu des petits. Et René me disait, est-ce que tu pourrais savoir si un tel est mort? Ils ont disparu, on ne les retrouve plus. Qu'est-ce qu'il advient en fait de ces êtres-là? Et en fait, c'est Elliot qui m'a montré que il y a une pollution sonore énorme, relative en fait aux expériences militaires, au sonar des gros bateaux, des paquebots, et qu'en fait cette pollution sonore est devenue telle que, que les baleines se perdent. Elles se perdent, où il y a des accidents de décompression, elles sont obligées de remonter trop vite à la surface, et en fait ça leur fait très mal. Et ça vient aussi les mettre en danger, et puis vraiment perturber tout l'écosystème. Ouais. Et je parle de cette pollution sonore, mais évidemment, il y a d'autres types de pollution, parce qu'ils m'ont montré que les petits, au début, quand ils jouaient, ils ne savaient pas faire la différence entre le plastique et une algue. Et que par moment, ils ingéraient du plastique. Et j'ai senti aussi, René me disait, écoute, cette cachalote, il y en a une qui est vraiment très maigre et on pense qu'elle va partir, qu'elle va disparaître, qu'elle va mourir. Et quand je me suis connectée à elle et que j'ai ressenti dans son corps ce qui se passait, en fait, c'est toute la pollution. Et donc, il y avait comme un... elle ne pouvait plus manger, en fait. Elle ne pouvait plus se nourrir parce qu'il y avait trop de pollution à l'intérieur d'elle. Et ça me touche. Ça vient vraiment me toucher en profondeur. Donc, je cherche à comprendre aussi. Du coup, ça fait partie de mon enquête actuelle. Qu'est-ce qui se passe sur le plan sur le plan incarné? Qu'est-ce qui se passe sur le plan de l'âme? Et là, ce que je touche, j'en parlerai dans ce livre-là, c'est comme s'il y avait vraiment des forces de l'ombre qui consciemment avaient le désir de détruire les mers, parce qu'on sait qu'en fait, les baleines sont à l'origine même de l'humanité, à l'origine de la Terre, et qu'elles sont les gardiennes de la Terre. Et qu'en purifiant de leur champ la fréquence vibratoire des eaux, elles maintiennent autour de la Terre une fréquence vibratoire élevée. Mais si elles disparaissent, on sombre en fait dans le chaos. Et finalement, je comprends qu'au départ, il y a vraiment ce désir d'alliance galactique qui vienne comme
dans ces corps de baleines, comme des vaisseaux mers en fait, qui arrivent jusqu'au cœur de la Terre pour créer la vie et pour permettre à ces êtres stellaires de faire l'expérience de la densité, de la matière sur cette planète. Parce que enfin voilà, sur cette planète. Et cette planète, je comprends combien elle est convoitée. C'est tellement une source d'enrichissement parce qu'on peut y faire énormément d'expériences que sur un plan beaucoup plus vaste, il y aurait peut-être un intérêt à ce qu'il n'y ait plus du tout de vie dans l'eau. Tu vois? Alors, je vais peut-être un peu loin et je dis pas encore tout ce que je reçois parce que je n'assume pas. Enfin, je me sens en fait un peu seule et je suis sûre qu'il y a plein de personnes comme moi qui perçoivent aussi les mêmes choses. Mais maintenant, je me dis, ok, il faut que ça sorte. Et j'aimerais bien vous lire aussi ce que j'ai entendu d'Eliott la semaine dernière, qui pour moi est très important. Il m'a dit, diffuse ma voix, s'il te plaît, dis ce que je te dis. Je m'appelle Eliott. Je vis dans les mers et les océans. Mon empreinte est partout dans l'eau. Mon énergie se diffuse et se mêle à celle des autres cachalots. Nos mères, nos sœurs, nos compagnes sont les maris de la mer. Nous incarnons le divin, notre maison est l'univers. Nous aimons cette planète car nous l'avons créée. Elle est le berceau de l'humanité. Notre présence témoigne de ce qui est. De cette eau, la vie surgit, il y a de cela des milliards d'années. De cette eau, l'énergie de l'univers prend forme et se densifie. Il suffit de nous regarder, nous ressentir, nous observer. Apprendre de nous et retrouver la mémoire de votre essence. Il suffit de nous laisser faire, mais pour cela nous devons rester libres de nos mouvements, libres de circuler et de faire perdurer nos lignées qui œuvrent pour la paix de l'océan. Un océan pollué au point de nous paralyser. Laissez donc la terre se reposer, revenir au silence pour écouter le chant du vivant. Les mammifères marins ont besoin de maintenir ce lien sonore pour faire durer l'amour et vous montrer le chemin de l'unité. Nos chants harmonisent et purifient les eaux. Ils sont garants de la protection vibratoire de la terre. Une grille cristalline qui rayonne comme une toile de fil d'argent. Réancrez et diffusez votre conscience, votre amour et votre lumière autour de tous ces bâtiments de guerre et ces innombrables bateaux bruyants pour transmuter et neutraliser leurs sons polluants. Ceux qui nous barrent le chemin, ces sons terribles qui nous font mal à la tête et qui brouillent nos esprits, ces sons qui limitent les naissances et favorisent notre progressive disparition. La terre gronde, son cri d'alarme nous inquiète. C'est dans le cœur de chacun d'entre vous, humains, que vous pourrez percevoir l'écho de son appel. Si votre cœur est ouvert à vous-même, il le sera pour la terre, et vous pourrez alors lui transmettre cette part de votre essence, en lui rendant grâce et en l'honorant. Cessez de détruire les mers et les océans et la vie qu'il y a dedans. Reconnaissez notre utilité. Diffusez ma voix, priez. Eliott. Voilà, donc il y a aussi ça. Il y a cette joie et il y a cette urgence et cette responsabilité, je pense, que nous avons, tout un chacun. Tout est vraiment très lié. Hein. J'invite vraiment chacun, les animaux nous invitent à ne pas succomber à la peur pour garder cette puissance de rayonnement. Parce que si on rayonne, eh ben, on est garant d'une qualité vibratoire qui peut aussi maintenir la vie sur la planète. Voilà. Pour moi, le cachalot, c'est un être stellaire. Mais c'est un être de lumière. Et j'ai vraiment senti chez les femelles l'énergie, quand on est proche d'elles, l'énergie de Marie. C'est une énergie christique qui se diffuse dans l'eau.
Les mâles, c'est encore autre chose. J'ai vraiment l'impression que voilà, ce sont ces êtres stellaires conscients de tout ce qui se joue sur la planète et qui nous disent passez à travers le voile, quoi. Regardez qui vous êtes dans votre essence, voyez cette capacité à rayonner, entretenez ce rayonnement et votre conscience et mettez-la au profit de la terre et du vivant. Et finalement, la seule chose qu'on vous demande, c'est d'être au service et d'incarner en fait cette lumière, la source, d'incarner la source, pour maintenir en fait cette grille cristalline autour de la Terre, pour maintenir... je pense qu'en fait, tout se résume à 2 mots, l'amour et la conscience, en fait. Et, et c'est si nous pouvons vraiment incarner l'amour et la conscience, mais alors la Terre, elle refleurit. Voilà. Et c'est aller poser aussi, même si c'est ça qui est peut-être difficile, mais surtout ces êtres qui n'ont pas l'air humains et qui dirigent notre planète, sur ces guerres, sur ces hommes politiques, sur ces personnages qui prennent des décisions qui sont terribles, je crois qu'il faut aller y projeter de l'amour en fait et de la lumière pour transmuter. Je suis sûre qu'on peut. Je pense qu'il n'y a rien de plus puissant que l'amour, en fait.